Deuxième partie de Vue d'ailleurs. On s'interrogeait il y a quelques instants, Manuel Valls fait-il une politique de gauche? En tout cas, il y en a qui ont la réponse. Les frondeurs, comme on les appelle, eh bien, c'est non, résolument non. Du coup, ils s'abstiennent. 270 députés ont adopté le volet recettes du budget à l'Assemblée. 245 l'ont rejeté et une quarantaine de socialistes se sont abstenus, dont Benoît Hamon et Aurélie Filippetti. Il y a quelques semaines, ils étaient encore ministres, ils faisaient partie du gouvernement. Mercredi, le ton est monté entre eux et le gouvernement, voire même le président de la République. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Vous savez, je pense qu'il y a plus un problème éthique quand on fait campagne sur certains thèmes et qu'on ne respecte pas ses engagements de campagne. Cette politique, elle menace la République et la menace de la République, c'est la préparation, tout droit comme on s'y prépare pour 2017, d'un immense désastre démocratique. Non seulement l'arrivée de Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles, mais la menace que demain, elle dirige ce pays. Qui quitte au moins le Parti Socialiste à ce moment-là, si c'est ça. Parce que quand même, franchement, il a été 2 ans et demi au gouvernement. Là, je pense qu'il va trop loin. Les voix à venir demanderont, de la part du Premier ministre, du sang-froid. Il ne faut pas se laisser entraîner par je ne sais quelle polémique de l'instant. Ce qui compte, c'est la capacité d'aller jusqu'au bout de nos actes. Dans cette séquence, nous étions mercredi, le lendemain, jeudi donc, le pompier Cambadélis, numéro 1 du PS, appelé au calme. Appel solennel à l'unité des socialistes. Aucune divergence au monde ne doit donner lieu, à ce moment de l'histoire, au triste spectacle de la surenchère, de la division et du positionnement. Les courants socialistes doivent débattre sans se battre. Les dirigeants doivent maîtriser leur expression. Bien, ce vote, ces échanges, madame, messieurs, est-ce que ça ne met pas en évidence les fractures idéologiques dont on commence à parler il y a quelques instants qui divisent le parti ? Moi, je crois que c'est vraiment très grave ce qui se passe au Parti socialiste. Le fait que Cambadélis, au nom du Parti socialiste, et Bartolone, au nom de l'Assemblée nationale, se livrent à cet exercice d'encadrement du Premier ministre, c'est quelque chose d'inédit. Manuel Valls n'est plus ce grand patron de la majorité qui normalement doit avoir la crédibilité, la force d'incarner ce projet. Et quand on en arrive là, on en arrive là pour la simple raison que pour moi, il y a 3 gauches. Il y a la gauche au gouvernement, celle incarnée par Hollande-Valls, la gauche au Parlement, celle qui est menée par les frondeurs et qui enrichissent un petit peu le débat, et la gauche de la rue, celle qui alimente les estrades et les manifestations. Et le fait que, pour moi, c'est une phrase extrêmement lourde de sens que Benoît Hamon puisse prononcer cette phrase-là, que la politique de François Hollande menace la République. Qu'est-ce qu'elle a laissé à l'opposition comme discours et comme posture agressive à l'égard de Hollande? Moi, gauche de la rue, j'en vois très peu, parce que je suis en France depuis 29 ans et j'ai rarement vu aussi peu de manifestations qu'aujourd'hui. Donc, de mobilisation populaire, d'automne chaud, de ce qu'on dit toujours, je vois très peu. Il y a aujourd'hui pas tellement une révolte contre le gouvernement en France, mais un sens de désorientation. Le Français est inquiet, mais il n'est pas dans la rue. Il y a surtout gauche, droite, centre, une opinion publique profondément inquiète. Et c'est là que le gouvernement doit donner ses réponses, c'est là que les partis politiques, l'UMP et le PS, en premier lieu, les principaux partis représentés au Parlement, doivent donner des réponses. Ces 2 partis ne sont pas à la hauteur du défi politique du moment. Et là, c'est un problème réel pour la démocratie. Delphine Denuy. Oui, je suis d'accord, mais moi, je ne suis pas aussi catastrophiste que mes collègues. Je ne pense pas que la gauche ou le PS court à une division, à une scission. Tout ça, ce sont des postures. C'est quand même le parti, là, quand on entend ces échanges compilés sur quelques minutes. Rappelle alors, Benoît Hamon est revenu sur ses propos maladroitement. Je pense que chacun veut marquer son camp, entre guillemets, dire qu'il est là, se mettre en opposition par rapport à la politique qu'incarne Manuel Valls.
Hollande voit ça de très haut et au contraire, à mon avis, joue le jeu, les laisse se battre les uns les autres. Il est plutôt ravi. Je pense que chacun veut se marquer à la culotte. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment à craindre. C'est un jeu politique pour vous? Oui, pour moi, il y a vous dites il voit ça de haut, à 13% d'opinion favorable. Non, mais de haut, il a dit qu'il restait à son... Voilà, le vieux renard politique. Il reste, il ne changera pas son cap. Non, mais il ne va pas aider Valls. Il va rester là. Il ne va pas le soutenir. Et là où Delphine a parfaitement raison, c'est qu'aujourd'hui, au sein de la gauche, et en tout cas au sein du Parti socialiste, on pense déjà à l'après. Oui. Ça peut être l'après de 2017, mais plus près, c'est la recomposition des forces au sein du Parti socialiste. Donc chacun cherche à se compter. On pense aux primaires socialistes qu'on veut mettre en œuvre. Bien sûr, on a bien vu. D'abord, on n'est plus du tout sûr que François Hollande sera présent pour un deuxième mandat, sera candidat. Donc dans ce cas-là, on se demande qui pourra venir, quelles sont les forces en présence. Voilà. On a vu Martine Aubry sortir du bois et afficher ses ambitions. Et donc du coup, dans le camp des frondeurs, on se dit mais on va peut-être pas laisser Martine Aubry sortir toute seule. C'est ce qui explique à mon avis les prises de position de la part de Philippe Petty et de Benoît Hamon. Et après tout, ils ont quitté le gouvernement, donc ils ont raison, et Philippe Petty a raison quand elle parle de cohérence. Il y a une certaine cohérence à aujourd'hui assumer une position d'opposition à la politique du gouvernement. Mais il pourrait voter contre plutôt que de s'abstenir à ce moment-là. Si on n'est pas d'accord, on vote contre. Mais voter contre, ça veut dire assumer la responsabilité de provoquer des élections anticipées. Et donc, mathématiquement, on l'a vu dans les chiffres, là, par exemple, le volet recette du budget n'est pas adopté. Mais aussi bien François Hollande que Manuel Valls savent très bien que ces députés-là n'iraient pas jusqu'à cette limite politiquement mortelle. Moi, je crois que le grand problème des frondeurs, justement, de ce groupe-là, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à s'identifier à un chef. À un moment donné, on a parlé de Arnaud Montebourg, peut-être lui, l'icône de ce mouvement. On parle maintenant de Martine Aubry. Cette incapacité à s'identifier, à avoir un chef, fait que cette parole-là reste dispersée et reste, comme a dit Delphine, donne l'impression d'être une sorte de posture. Mais moi, je reste convaincu que l'opposition à Manuel Valls est en train de mâcher le travail de la droite et de l'extrême droite. Il casse Manuel Valls de telle manière que la droite n'a rien à dire, encore moins Marine Le Pen. Regardez comment ils se cassent entre eux. Regardez, il n'y a qu'à écouter les frondeurs pour voir à quel point Manuel Valls et François Hollande ont tort de suivre une telle politique. Et là, le jeu est joué. Bien, dans ce climat de défiance envers le gouvernement et aussi plus globalement d'ailleurs, parce que vous le soulignez un petit peu, dans la classe politique, comme l'on dit, il y a cette révélation du canard enchaîné. 60 députés seraient dans le collimateur du fisc. Alors, bon, à des degrés divers, simple contentieux, oubli, peut-être des choses plus graves. Est-ce que c'est à désespérer ou bien, après tout, on peut se dire que ça arrive dans d'autres pays dans le monde? Non, il y en a 510 qui ne sont pas dans le collimateur du fisc. C'est une nouvelle extraordinaire. Il y a 510 députés qui paient régulièrement leurs impôts. Oui, voilà, ouais. 510 qui sont dans le vert et 60 qui seraient dans le rouge. Bon, d'accord. Éric Scholl, vous aviez des choses à dire sur ce... Ce que je trouve un peu désolant, il y a des noms qui sont sortis, il y a notamment celui de Philippe Marigny. Ce que je trouve absolument désolant, c'est que qu'est-ce qu'on voit? Philippe Marigny, ancien président de la commission des finances du Sénat, se retrouve épinglé. Et alors, il essaye de s'expliquer, il apporte des explications qui ne tiennent pas la route, si vous voulez, au fond. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit, bah oui, mais c'est un appartement des années 30 que j'ai récupéré dans le 5e arrondissement qui a été sous-évalué. Attendez, quelqu'un qui était à la tête de la commission des finances du Sénat, qui depuis des années stipende tous ceux qui partent à l'étranger, à cause de l'ISF, il ne stipende pas ceux qui partent à l'étranger, il pointe du doigt l'ISF. Et tout d'un coup, lui-même se retrouve un peu pris au piège quand même. Non, il y a un moment où on doit quand même mettre ses actes en harmonie, en cohérence avec ses pensées. Et là-dessus, c'est pas du tout le cas. Franchement, ça rappelle trop les épisodes Cahuzac, etc. Il faut tirer les conséquences de tout ça. Moi, je suis scandalisé. Moi, je crois que si on veut faire un petit peu trait d'humour, au lieu de distribuer des doses de vaccins anti-grippe, il vaudrait mieux distribuer des doses de vaccins anti-phobie administrative, parce qu'apparemment, c'est généralisé. 70, c'est beaucoup pour un Parlement français. Moi, la question qui m'intéressait, c'est de savoir, dans ces 70 députés, quel est le taux de députés appartenant à la gauche et celui appartenant à la droite. Peut-être ça nous renseignerait davantage sur la signification politique d'une telle situation après Cahuzac, après Thévenoud.
c'est vraiment le grand scandale que ça participe, c'est une des postures qui participe à discréditer davantage la chose publique, l'homme politique, et à jeter les Français dans les extrêmes parce qu'ils se disent si tous ils se gavent comme ça, c'est vraiment triste. On va pointer, on n'a pas la réponse. La réponse la semaine prochaine. Présomption d'innocence. Oui. Même. Personne n'a été parmi les 60, pas 70 députés non, mais dans le collimateur. Non, bien sûr, présomption d'innocence. On a vu les éléments de réponse. Et c'est ces éléments de réponse que je trouve choquants, c'est-à-dire un côté où « Oh, mais c'est pas grave, mais je n'étais pas au courant, je ne savais pas ». Non, quand on a occupé d'abord qu'on était parlementaire, quand on l'est toujours aujourd'hui, quand on a occupé des fonctions, des responsabilités, on ne peut pas dire « je ne suis pas au courant, je ne savais pas ». On vote les lois déjà. Oui, ça fait très à l'insu de mon plein gré, vraiment, au lieu d'assumer. Mais moi, je suis tout à fait scandalisée aussi, mais il faut dire qu'en Belgique, on est aussi gâtés, en ce moment également. Mais moi, c'est plutôt la manière de faire de la part de l'exécutif qui m'a interpellée. Je me suis dit que c'était très bien vu de la part de l'Élysée et de Bercy, parce qu'à mon avis, tout ça, c'était les guider. On a fait fuiter ce chiffre pour appeler à des régularisations rapides en coulisses, en disant que d'ici la fin de l'année, on fera apparaître les noms, on donnera les noms, sans doute à Noël, m'a-t-on dit, de ceux qui ne se seront pas régularisés à temps. Donc c'est une manière aussi d'éviter les boules puantes à la Thévenoud, Cahuzac. Je pense que c'est bien vu en termes de communication, parce que je pense que le gouvernement, l'exécutif n'aurait pas survécu à d'autres affaires similaires. Et là, on démine. On démine le terrain. C'est pas mal vu, même si personnellement, c'est sûr que c'est écœurant. Moi, je retiens le chiffre de 60 et en tant que citoyenne, c'est assez révoltant. Terminons cette émission avec la disparition de Christophe de Margerie, le patron emblématique de Total, vous le savez, mort dans l'accident de son avion sur l'aéroport de Moscou. Je ne vais pas vous demander un commentaire sur l'homme, mais est-ce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse étrangère, internationale ? En Italie, sans doute. Oui. En Italie, sans doute. On a souligné certains aspects, tout d'abord de la catastrophe en tant que telle, mais aussi de ce que cet homme représentait. Aussi sur le terrain politique, de la relation par exemple avec Moscou, sur le fait qu'il était très perplexe, et c'est le moins qu'on puisse dire, au sujet des sanctions européennes contre la Russie, et qu'il souhaitait une réconciliation et une relance de l'amitié entre les deux parties de l'Europe. Enfin, c'était un homme compliqué aux mille facettes. Oui, dans le monde arabe aussi, c'était quelqu'un de très apprécié. À voir les éditoriaux de la presse arabe, c'est quelqu'un qui était très, très aimé, très apprécié, parce qu'il a beaucoup visité cette région riche en pétrole, donc il était très connu et très apprécié. Delphine, rapidement, un petit mot. À Bruxelles, c'était vraiment sous l'angle l'homme de pouvoir, en effet, un pouvoir comparable à celui quasiment d'un chef d'État. Oui. C'est exactement, la presse russe a évidemment parlé de lui pour saluer l'ami de la Russie, mais au fond c'est exactement cette idée-là, c'est que c'est la diplomatie du pétrole, il incarnait une certaine diplomatie du pétrole, il avait un rang de quasi chef d'État. Et à ce titre-là, c'est ceux qui l'ont vilipendé, ce qu'on a pu entendre, le tweet de Filoche notamment. C'était scandaleux. Merci beaucoup à vous quatre, bon week-end, tout de suite un journal sur LCI.